Bonjour, bienvenue sur Riviera Trouble. La guerre à venir entre les USA et la Chine vous passionne. Et c'est bien normal puisque c'est l'événement géopolitique et militaire le plus excitant que nous allons vivre dans ce siècle. La vidéo que j'ai faite à ce sujet a fait plus de 20 000 vues et surtout plus de 200 commentaires, ce qui m'a fait un plaisir énorme. J'essaie toujours de répondre aux commentaires les plus pertinents, mais là il y en a eu tellement que j'ai décidé de faire une vidéo spécialement consacrée à la réponse de ces commentaires. Et cela nous permettra aussi de creuser un peu plus ce passionnant sujet. Pour certains d'entre vous, il y aura bien une guerre avec la Chine au XXIe siècle, mais ce ne sera pas contre les États-Unis. Certains voient d'autres protagonistes, comme par exemple Étienne. Ne nous focalisons pas sur les USA. La Chine a d'autres ennemis. Le Japon, l'Inde, je pense surtout à eux. Et moi, je verrais plutôt une guerre de ce côté-là. Nous avons aussi LS. Les Chinois endorment tout le monde. Ils veulent les territoires russes à leurs frontières pour le gaz et le pétrole. Ils disent que ces territoires leur appartiennent. Ils apprennent à l'école. Pauvres Russes. Alors, une guerre contre le Japon, je ne pense pas. Il y a un très fort ressentiment envers les Japonais après les atrocités que les Japonais ont pu commettre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'y a aucune raison que ces deux pays se déclarent la guerre. Pourquoi on a eu justement des commentaires avec l'Inde et la Russie? C'est parce que la Chine a des contentieux territoriaux avec ces deux pays. Alors avec l'Inde, ce sont des territoires qui se trouvent au niveau du Cachemire et du Tibet. C'est une frontière qui avait été un petit peu mal définie par le colonisateur anglais quand il a quitté la région. Et cela a créé des tensions depuis les années 60 avec même des petites escarmouches militaires, dont la dernière date de juin 2020. Et qui a fait des dizaines de morts dans chaque camp. Vis-à-vis de la Russie, les Chinois aimeraient bien récupérer les territoires qu'ils ont perdus suite à la guerre de l'opium, puisque après la guerre de l'opium, on sait qu'il y a eu les traités inégaux, donc la Chine a perdu Hong Kong, elle a perdu Macao, elle a perdu divers territoires, elle a dû faire des concessions, mais en fait, le territoire le plus important qu'elle a perdu, c'est vis-à-vis de la Russie, là où se trouve maintenant Vladivostok, et les Chinois, c'est vrai qu'ils aimeraient bien récupérer ces territoires qui sont immenses. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de guerre au sujet de ces territoires, puisque les Chinois finalement ont signé un accord avec la Russie il y a quelques années qui entérine définitivement les frontières entre la Chine et la Russie. Et puis la Chine, elle va procéder par ordre. D'abord récupérer tous les territoires qui sont peuplés par des Han, l'ethnie chinoise majoritaire, et les intégrer à 100% politiquement, économiquement et socialement dans la République populaire de Chine. Alors après, évidemment, après la guerre pour Taïwan, il faudra voir dans quel état se trouve la Chine politiquement, économiquement, militairement, pour savoir si elle pourrait enchaîner d'autres conflits avec la Russie et l'Inde, mais bon, tout ça c'est une autre histoire. Et ce serait différent puisqu'à partir de là, ce serait des guerres pour conquérir des territoires qui sont peuplés par des habitants autres que des Han. Certains d'entre vous se demandent aussi si finalement il y aura vraiment une guerre et si Taïwan ne pourrait pas devenir chinoise continentale sans qu'il y ait effusion de sang. Ainsi nous avons Stéphane Grimard. Et si cela se passait pacifiquement, si on peut dire, avec l'avènement au pouvoir d'un parti pro-chinois financé par Pékin? Alors évidemment, il y a un parti pro-chinois financé par Pékin, et vous pensez bien que Pékin essaye de noyauter la politique taïwanaise. Mais la réponse à cette question, elle se trouve dans les élections présidentielles de 2020. Le Parti démocrate progressiste, qui est favorable à la déclaration d'indépendance de l'île de Taïwan, a remporté 57% des suffrages. Le Kuomintang, qui paradoxalement était devenu un partisan du rapprochement avec la République populaire de Chine, a fait machine arrière et a rejeté l'idée de un pays, deux systèmes pendant la campagne électorale, avec tous les événements qui se passaient à Hong Kong. Ils ont remporté 38% des suffrages. Le seul parti franchement pro-République populaire de Chine, le Kuomintang, n'a remporté que 4,2% des suffrages. En plus, les nouvelles générations sont contre le rapprochement avec la République populaire de Chine, donc plus le temps passe, plus il y aura des personnes qui seront favorables à la proclamation d'indépendance de l'île. Mais il est même fort à parier que Xi Jinping soit favorable à une proclamation de l'indépendance de l'île, puisque cette proclamation d'indépendance sera le casus belli qui pourra déclencher les hostilités. Parmi les sceptiques quant à cette guerre sino-américaine, et il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que les deux belligérants ont trop à perdre pour s'engager dans ce conflit. Pour les USA, je vous félicite, puisque personne n'a parlé de perte financière. En effet, si on considère uniquement les 3 dernières années,
Le déficit commercial des USA avec la Chine s'élève à 1800 milliards de dollars. Les Américains achètent trop de biens chinois et ils ne leur en vendent pas assez. Même si les produits chinois à bas coût empêchent une résurgence de l'inflation aux États-Unis, un arrêt provisoire des échanges entre les deux pays favoriserait le retour du Made in America si cher aux républicains. Mais pour vous, c'est autre chose que les Américains peuvent perdre dans cette guerre. Pour Michael Zeng, l'opinion américaine ne serait pas forcément favorable. Taïwan est important, mais pas aussi important. Yin Yang, si les USA engagent une guerre en Asie avec la Chine, elle perdra son leadership encore plus rapidement. Jack Bay, cette guerre hypothétique n'a d'intérêt pour les USA que si elle permet d'abattre la Chine et ainsi préserver son hégémonie. Le peuple américain ne permettra pas à son gouvernement de répéter l'aventure désastreuse d'un second Vietnam. La guerre accélérera la chute des USA et la perte de son statut de dominance mondiale. Et ZW308, jamais les Américains interviendront pour Taïwan, à risque de perdre sa position de leader mondial. Taïwan ne vaut rien pour les Américains. Donc en gros, pour vous, les Américains, ce qu'ils ont à perdre, ce n'est pas de l'argent, c'est vraiment leur position de leader. On pourrait presque dire qu'ils risquent de perdre la face s'ils ne remportent pas la guerre. Alors c'est vrai que les Américains sont toujours considérés comme numéro 1 parce qu'on regarde le PIB, mais s'ils perdaient une guerre aussi importante que contre la Chine, ils dégringoleraient dans le classement. Un peu comme les pays européens après la Seconde Guerre mondiale, ils ont tous perdu en prestige parce que finalement ils ont tous fait partie du camp des vaincus. Et d'ailleurs c'est ce qui a entraîné la décolonisation, etc. etc. L'avantage psychologique d'être le numéro 1, d'être considéré comme le plus fort, est effectivement fondamental. Et vous êtes aussi persuadé, comme l'ont dit Jack Bay et Yin Yang, que l'opinion publique américaine n'acceptera pas cette entrée en guerre qui sera vue comme un second Vietnam. Alors figurez-vous que moi je prends le problème complètement à l'envers. Si la Chine envahit Taïwan et que les États-Unis ne font rien, c'est là qu'ils perdront la face. De toute façon, les Américains ils se sont voté une loi qui les force à défendre Taïwan en cas d'agression. Et Joe Biden, à peine élu, a déjà réaffirmé son soutien à Taïwan. Les Américains, ils doivent montrer qu'ils n'ont pas peur. Alors, quant à l'argument du Vietnam, il est ressorti à toutes les guerres. La première guerre du Golfe, la guerre des Balkans, l'invasion de l'Irak, l'invasion de l'Afghanistan. Mais les Américains, ils ont toujours subi des pertes sans broncher. Ils sont patriotes et les pertes renforcent leur patriotisme. Si on a peur de voir mourir ses soldats, autant ne plus avoir d'armée du tout. Pour moi, il y a un très fort racisme anti-asiatique chez les Américains et ils vont en profiter. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vouloir... Passez-moi l'expression, mais ils vont vouloir casser du jaune. Ils ont ça en eux et je pense que ça les démange vraiment. Certaines personnes pensent aussi que les Américains ont peur et s'en prennent surtout aux plus faibles. Comme Joao Maria qui nous dit « Je pense que les Américains savent très bien que la Chine, ce n'est pas l'Irak. Ces gens n'attaquent que les faibles. » Alors, les anglo-saxons, ils ont beaucoup de défauts. Vous savez que je ne les défends pas. Par contre, une chose est sûre, c'est une qualité que je dois leur reconnaître, c'est que ce sont des guerriers valeureux, très courageux, les Anglais, les Américains, les Australiens, les Nouveaux-Zélandais, et qui peuvent foncer inconsciemment vers le danger. Donc c'est vrai qu'ils utilisent des moyens absolument démesurés pour s'en prendre à des nations faibles, et on peut y voir une espèce de lâcheté, mais ils n'hésitent pas non plus à prendre des risques et à aller vers le danger. Quant aux Chinois, qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? On l'a vu tout à l'heure, ce qui est un déficit commercial pour les Américains et évidemment un excédent pour les Chinois. Ils ne peuvent pas se passer de ces centaines de milliards de dollars qu'ils gagnent en commerçant avec les Américains. ZZJ nous dit « Les Chinois n'aiment pas la guerre. Les Chinois aiment faire des affaires et ils sont intelligents. Les gens les plus riches de Chine se sont installés aux États-Unis. Après 50 ans, la Chine va acheter les États-Unis. 100 ans plus tard, la Chine achète le monde entier. » Alors la Chine qui va acheter le monde entier, je ne sais pas, hein, on disait la même chose pour le Japon dans les années 90. Mais une chose est sûre, c'est vrai que les Chinois sont très forts dans le commerce et ils se sont enrichis ces dernières années. Ils vont avoir du mal à se passer de cette richesse. Oui, mais l'argent, ce n'est pas tout en Chine. On n'est plus habitué à notre époque. Mais la politique, elle domine aussi. Regardez ce qui s'est passé à Jack Ma. Jack Ma, c'est le président d'Alibaba, c'est un des hommes les plus riches du monde, des plus riches de Chine. C'est donc l'équivalent de Jeff Bezos, président d'Amazon. Et Jack Ma, il a disparu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on n'a plus su ce qu'il est devenu, parce qu'il prenait beaucoup d'importance, et on le voyait presque comme une figure d'opposition, comme une figure rebelle au régime. Et puis il a disparu, il a réapparu, et maintenant... il ne s'exprime plus contre le régime chinois. La société Alibaba a reçu une amende de la part du gouvernement chinois de 2,3 milliards de dollars pour abus de position dominante. Et Alibaba a donc affiché les premières pertes de son histoire.
Ainsi, le gouvernement chinois n'hésite pas à mettre en péril économique une de ses entreprises les plus florissantes, qui se développe le plus à l'étranger, qui rapporte le plus d'argent, pour vraiment montrer que la politique, c'est ce qu'il y a de plus important et qu'on ne doit pas s'opposer au régime. On a beau être Alibaba, on a beau rapporter des milliards, c'est le Parti communiste chinois qui est à la base de tout et qui est en haut de tout. Le vrai patron de la Chine, c'est le Parti communiste chinois, c'est l'idéologie. Et les symboles peuvent être plus importants pour un peuple que l'argent. S'il y avait une période de morosité économique plus ou moins importante, plus ou moins longue, les Chinois pourraient la supporter grâce à l'orgueil national d'avoir récupéré Taïwan et peut-être d'avoir battu les États-Unis. Pour les personnes qui doutent aussi de la guerre entre la Chine et les USA, il y a l'argument de la bombe atomique. En gros, la Chine et les USA ne peuvent pas se faire la guerre puisqu'ils vont se balancer dans la tronche leur bombe atomique et que les deux pays seront entièrement rasés de la surface de la Terre. Ainsi, nous avons Fouad El-Azaoui. C'est pas possible une guerre entre la Chine et les USA à cause de la bombe nucléaire. Les USA ne défendront pas Taïwan. PPG. Et les bombes nucléaires, t'en parles pas. Tavignano. Une guerre entre les USA et la Chine n'aura ni vainqueur ni vaincu, et cela pour raison simple, la bombe atomique, c'est-à-dire la destruction mutuelle assurée, quel que soit le cas de figure. Ici aussi, on peut prendre l'argument à l'envers. C'est parce que ces deux pays ont la bombe atomique qu'ils vont pouvoir se faire une guerre conventionnelle entre eux. Avoir la bombe, ça sert surtout à empêcher un autre détenteur de la puissance nucléaire de vous faire du chantage atomique. Personne n'est censé s'en servir et personne n'a envie de s'en servir. Il n'y a pas eu de guerre atomique entre les États-Unis et l'URSS. D'ailleurs, quand je réfléchis, le choix de la vignette que j'ai faite pour ma précédente vidéo était une erreur typique de ma génération. Moi, je suis né en 1970, donc dans mon enfance et mon adolescence, ma grande peur, c'était cette guerre entre les USA et l'URSS, qu'on appelait toujours la Troisième Guerre mondiale, et cette Troisième Guerre mondiale devait toujours être atomique. Souvenez-vous de la chanson de Sting, à l'époque, dans les années 80, la chanson Russians, dans laquelle il espérait que les Russes aiment leurs enfants aussi. Quand on y pense, c'est un beau scandale de propagande anti-russe anglo-saxonne, puisque évidemment, les Russes aiment leurs enfants. Les Chinois, les Nord-Coréens, les Iraniens, ils aiment tous leurs enfants et ils n'ont pas envie de les voir tous mourir dans une guerre atomique. Il n'y aura jamais de guerre atomique. Sinon, comment expliquez-vous aussi les milliers de milliards qui sont dépensés chaque année dans les armes conventionnelles pour trouver le missile parfait, la frégate parfaite, le tank absolu, l'avion de combat le plus extraordinaire au monde, puisqu'il suffirait finalement de balancer des bombes atomiques pour détruire ses ennemis. Mais en fait, on ne peut pas utiliser ces bombes atomiques et on ne veut pas. Alors on a un commentaire de Danton Q. Si les USA devaient se trouver en difficulté dans un conflit conventionnel face à la Chine, je pense qu'ils n'accepteront jamais une défaite face à leur pire ennemi et qu'ils utiliseront l'arme nucléaire pour écraser complètement l'adversaire. La Chine répliquera et il n'y aura que des vaincus. Alors oui, dans les cas d'une invasion qui amènerait à la peur absolue de disparaître, un des États pourrait détruire l'armée adverse qui a pénétré sur son territoire et puis qui se répand comme ça et pourrait utiliser la bombe atomique par panique en fait et puis pour être sûr de détruire l'adversaire. Mais je crois absolument pas, mais absolument pas dans cette guerre, à un scénario avec des débarquements et des invasions terrestres. Donc je ne vois pas de guerre atomique. Donc c'est la guerre. Comme le dit Hermit Crabbe, Neville Chamberlain, la paix. Résultat, la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire se répète. Même si la paix est notre priorité absolue, la destination finale est la guerre. La même chose qu'avant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est une très belle citation, hein. Même si la paix est notre priorité absolue, la destination finale est la guerre. Alors je pensais que c'était une citation historique, je l'ai cherché sur Google parce que ça me disait quelque chose, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc si c'est de Hermit Crabbe, tant mieux, c'est très beau. Sinon, dites-nous en commentaire de qui est cette citation. En tous les cas, on en arrive bien à la guerre. Alors la guerre entre qui et qui ? Quelles vont être les alliances dans ce conflit majeur? Comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, pour moi, il va y avoir d'un côté la Chine, et de l'autre côté, il y a les USA qui vont pouvoir recevoir des soutiens logistiques de petits pays qui se font un petit peu grignoter leur territoire maritime par la Chine, comme par exemple les Philippines. Alors pour certains d'entre vous, il y a d'autres protagonistes qui vont entrer en scène. On a par exemple Crimson Empereur Chacha. Et quel sera le rôle de la Russie dans ce conflit? Donc pour la Russie, on va avoir des avis qui sont que les Russes doivent s'allier avec les Chinois ou avec les Américains. Ainsi, nous avons
Bertin Riffraff 63 000. La Chine, la Russie et la Corée, donc j'imagine la Corée du Nord, sont alliés en cas d'invasion. Alors la Corée du Nord, je ne pense pas. Je ne pense pas que les Chinois voudront une aide de la Corée du Nord. D'abord parce que les Chinois ils savent très bien que si les défilés militaires nord-coréens sont très impressionnants, ils sont magnifiques, l'armée nord-coréenne, elle a absolument rien à voir dans un conflit pareil. Ensuite, il ne faut pas oublier que le théâtre des opérations, l'île de Taïwan, c'est à des milliers de kilomètres de la Corée du Nord. Alors la Chine et la Russie ensemble. La Russie et la Chine n'ont plus aucun lien idéologique. On a encore tendance à voir la Russie comme un pays un petit peu communiste, autoritaire, mais pas du tout. En plus que même à l'époque de l'Union soviétique, l'URSS et la République populaire de Chine n'étaient pas vraiment amis, surtout depuis la mort de Staline, puisque les Chinois reprochaient aux soviétiques d'être un petit peu des révisionnistes, des réactionnaires, et d'être plus socialistes que communistes. C'est vrai que la Russie pourrait en profiter en soutenant la Chine pour donner une petite leçon aux Américains. Arrêtez de nous persécuter, arrêtez de nous faire passer pour les méchants de la planète. Mais ce serait quand même risqué, hein, et je pense que la Russie, elle a envie de se développer pacifiquement et elle a aucune envie de rentrer dans un conflit. Par contre, ce que pourrait faire la Russie, c'est vendre certaines armes à la Chine. Évidemment, quand ces armes seraient utilisées, on saurait que ce sont des armes russes. Et si elles infligent beaucoup de dégâts à l'armée américaine, ce serait un message. Vous en avez reçu plein la tronche de la part des Chinois avec nos armes. Venez nous attaquer, puis alors là, vous prenez le double, le triple. Toujours en parlant des Russes, on a d'autres avis où on imagine plutôt les Russes qui vont aider les Américains, comme Nelsie 31. Les Russes et les Indiens sauteront sur l'occasion pour aider les Américains. Sauter sur l'occasion, oui peut-être, mais finalement, dans quel intérêt ? On peut chercher, on ne trouve aucun intérêt pour la Russie d'aider les Américains et de se mettre la Chine à dos alors qu'ils partagent des milliers de kilomètres de frontières, qu'il y a ces nouvelles routes de la soie qui sont mises en place et que la Russie compte bien en profiter économiquement. Quant aux Indiens, pourquoi pas ? L'Inde et la Chine partagent des milliers de kilomètres de frontières. La Chine revendique des territoires dans le Cachemire indien en disant qu'ils sont chinois. Les Indiens revendiquent un petit morceau du Tibet en disant c'est un territoire indien. Et il y a des affrontements depuis 1960 dans cette région. Donc les Indiens pourraient sauter sur l'occasion, comme vous le dites si bien dans vos commentaires, pendant que les Chinois sont occupés à Taïwan, pour envahir ce territoire qui s'appelle l'Aksai-Chine, et l'annexer à l'Inde et la Chine. Sur qui peut compter la Chine ? On a toujours notre ami Nelsie 31 qui nous dit « Trouve-moi des alliés aux Chinois ». Personne n'aime les Chinois. Alors, je ne sais pas si personne n'aime les Chinois, mais en tout cas, en Asie du Sud-Est, personne ne va trouver un intérêt à aider la Chine. La Chine, quand elle va récupérer Taïwan, elle ne va pas le faire au nom du communisme mondial, elle ne va pas le faire au nom des pays du tiers-monde, hein, puisqu'à une époque, la Chine, un petit peu comme l'Inde, s'est voulu le leader des pays en voie de développement. Non, là, c'est un acte purement national. C'est même pour les Chinois un acte de politique interne. Et de toute façon, ils ne voudraient pas qu'on les aide, puisqu'ils considèrent que le fait de réincorporer Taïwan dans la République populaire de Chine est un acte 100% chinois. Alors, et l'Europe dans tout ça ? Je vous ai donné mon opinion, je suis contre l'intervention de l'Europe dans ce conflit. Certains d'entre vous partagent aussi cet avis, comme Jacouille la fripouille, l'Europe est tellement débile qu'elle est capable d'être assez stupide pour aller s'embrouiller avec eux. Je partage tout à fait l'opinion de Jacouille, c'est que l'Europe est assez bête pour aller s'enliser dans ce conflit. Le problème de l'autoproclamation de faire partie du camp du bien, c'est que ça vous fait perdre tout votre jugement. Et ça vous fait perdre de vue quels sont vos intérêts dans une situation donnée. Mais beaucoup d'entre vous voient toujours l'Europe comme une entité qui doit constamment obéir aux USA. Ainsi, toujours Nelsie 31, l'Europe, bien sûr qu'elle va suivre les Américains, et heureusement. Della Mortel Douglas, donc je pense qu'il a voulu écrire « Pourquoi l'Europe doit-elle rester à l'écart ?» Ils sont les alliés des USA et doivent soutenir leurs partenaires, quelle que soit la variante de la situation, donc quelle que soit la situation. Ou alors n'interviendront-ils pas du fait de perdre les marchés sur la République populaire de Chine ? Cela n'est-il pas considéré comme une forme de lâcheté ? Et aussi nous avons Okka. Si les États-Unis rentrent dans une guerre aussi importante, l'Europe en sera aussi. On ne parle pas de l'Irak,
mais de la Chine. Les USA, un partenaire, vous êtes sûr? Suivre les USA quoi qu'il arrive, comme des zombies, ne pas faire attention aux conséquences économiques, se considérer comme lâche parce qu'on ne suit pas les Américains. Non, vraiment, pour moi, ce serait une erreur si l'Europe suivait ce genre d'argument. L'Europe, si elle a peur de la Chine, ce n'est pas en l'attaquant qu'elle va s'en défendre, mais en devenant plus forte et plus indépendante. Je suis contre la théorie d'attaquer un pays parce qu'on le trouve dangereux. La Chine vous fait peur, mais il ne faut pas affaiblir la Chine, il faut devenir plus fort que la Chine, faire des meilleurs produits, mieux défendre nos industries. Il y a énormément de choses à faire que simplement les attaquer et puis pendant 10 ans les affaiblir et puis comme ça pouvoir de nouveau se rengorger sur notre soi-disant supériorité. Si la Chine veut récupérer Taïwan, c'est son droit. Occupons-nous plutôt de notre dépendance vis-à-vis de la Chine en métaux précieux, en technologie, l'abandon de nos industries, de nos usines en Europe. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut agir. Utilisons la force de la Chine pour devenir plus forts nous-mêmes et non pas suivre les réflexes primaires et presque primates des Américains. Allez, on en vient à la partie la plus intéressante, le déroulement de la guerre. Mais oui, la guerre, c'est ce qui intéresse le monde. Demandez à une foule si elle veut la guerre, et voilà la réponse que vous aurez. Vous pensez bien que ce n'est pas parce qu'un nationaliste yougoslave a tué l'archiduc François Ferdinand que la Première Guerre mondiale a débuté. C'est parce que tous les pays européens avaient envie de se battre. Parce qu'il y avait une très forte compétition entre tous les pays européens et qu'il y avait un besoin de savoir qui était le plus fort. C'est la même chose entre les Américains et les Chinois. Quelle guerre allons-nous avoir? Je reste sur mon idée de bataille navale titanesque, absolument énorme, avec les armes les plus sophistiquées du monde. Comment va se dérouler cette bataille? On a une excellente remarque de Joël Rameau. Les espions de Pékin, à l'intérieur de Taïwan, se chargeront de faire tomber l'île en gangrénant sa population. Même langue, même origine. Puis, comme un fruit contaminé, rongé de l'intérieur, il ne restera plus qu'au régime communiste d'y implanter son idéologie. Oui, il y a ce qu'on appelle une 5e colonne infiltrée à Taïwan, et le ministre de la Défense taïwanais s'est même alarmé que cette infiltration a atteint les très hauts niveaux de l'administration ou de la puissance militaire. Il faut donc s'attendre qu'à un signal donné, il y ait des sabotages contre les moyens de communication, contre la logistique dans le pays, et je pense même à un déferlement de fake news sur les réseaux sociaux pour complètement désorienter la population et paralyser le pays. Puis l'attaque des forces continentales. Yin-Yang. Si la Chine attaque Taïwan, ce sera rapide et efficace au moment où personne s'y attend, sans que les USA aient le temps d'y répondre, comme pour les îles en mer de Chine du Sud. Je n'y crois pas parce que justement, comme dit Yin-Yang, les Chinois, ils ont réussi justement à investir des îlots en mer de Chine, avec des vrais engins de guerre camouflés en bateaux de pêche. Et puis, vous avez vu ces images, les bateaux de pêche, ils sont amarrés les uns à côté des autres, et puis ils arrivent à créer des îlots artificiels, et puis finalement à créer des véritables bases dans toute la mer du Sud-Est asiatique. Mais justement, les Américains, ils ont réussi finalement à se rendre compte de cette invasion rampante et sournoise, et ils ont les Chinois à l'œil grâce à leurs satellites. Ils arrivent vraiment à suivre tous les mouvements que peuvent faire les Chinois dans les mers du Sud-Est asiatique. Donc je pense que les Américains vont se rendre compte quand les Chinois vont mettre en place leur attaque et qu'ils auront le temps de déployer leur flotte pour contre-attaquer. Donc à chaque fois que les Américains entrent dans un conflit, on ressort l'histoire du Vietnam, et dans les commentaires on retrouve donc cette référence au Vietnam. Alors Yin-Yang, le Vietnam a gagné la guerre contre les USA en une soirée de fête où ils prirent par surprise toutes les bases US au Vietnam. Alors je pense que Yin-Yang fait référence à l'offensive du Tet en 1968, qui est plutôt un échec pour le Viet Minh et le Viet Cong et qui ne les a pas du tout fait gagner la guerre. En tout cas, c'est pas à ce moment-là qu'ils ont gagné la guerre. On a aussi Emmanuel Itua au bambou. En dehors de l'Irak, ils ont gagné une guerre où l'on s'en souvient de l'Afghanistan, de la Syrie, du Vietnam. Et Garrett Douglas. Pourtant, le Vietnam a battu les États-Unis. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat sur la guerre du Vietnam, mais est-ce que les Américains ont vraiment perdu la guerre du Vietnam? C'est une guerre particulière, hein. Empêcher une guérilla, un mouvement politique de prendre le pouvoir, quand en plus une grande partie de la population qui est naïve souhaite voir cette guérilla prendre le pouvoir, c'est vraiment le genre de guerre impossible à gagner en fait. Et puis depuis, les Américains, ils ont détruit, alors de la manière la plus scandaleuse possible, les armées yougoslaves et irakiennes. Et toujours dans mon scénario, on ne parle pas d'une occupation de la Chine, hein, mais vraiment d'une bataille navale, où ce qui compte le plus, c'est de détruire un maximum de matériel militaire à l'ennemi, sans devoir gérer des prisonniers
ou des territoires occupés. Les Américains, ce sont quand même les vainqueurs de la guerre du Pacifique de 1941-1945. Ça leur donne vraiment un avantage énorme dans ce domaine. C'est vraiment l'expérience ultime qui se rapproche le plus de ce qu'ils auront à vivre contre la Chine lors de la bataille de Taïwan. Et il y a beaucoup plus à tirer de cette expérience-là que des guerres au Vietnam ou en Afghanistan par exemple. La question principale, qui est le plus fort et qui va l'emporter, a provoqué un véritable débat d'experts. Je remercie California Magnum de nous avoir expliqué le concept d'indice de puissance militaire, les 111 critères que les experts militaires utilisent pour classer les puissances militaires, et de cette façon-là, on obtient un indice de puissance. Plus l'indice est proche de 0, plus l'armée est puissante. Par exemple, les USA ont un indice de 0,0071, alors que la Russie a un indice de 0,0073. C'est un organisme privé, Global Firepower, qui calcule cet indice dont nous parle California Magnum. California Magnum nous dit que la Russie et les USA ont à peu près le même indice. Il faut savoir que la Chine suit de très près ces deux pays. En gros, USA 1, Russie 2 et Chine 3. Et la France est quand même encore 6e, ce qui est quand même pas mal. Ce que nous apprend California Magnum et qui est vraiment très intéressant, c'est que les experts militaires de l'US Army ont dit que les USA et la Russie ont des capacités militaires équivalentes. Seule exception, les USA ont une meilleure capacité de déploiement. Et là, je rejoins complètement California Magnum. La force des USA, c'est de pouvoir déployer une puissance de feu phénoménale très rapidement et partout dans le monde. Louis Lucier nous apprend un autre concept de l'art militaire, c'est le concept d'asymétrie. La flotte américaine est conçue pour des interventions vers des ennemis asymétriques et serait extrêmement vulnérable à une flotte de premier plan équipée de missiles de croisière et hypersoniques, de sous-marins, drones, d'avions, de guet, AWACS et de satellites. Donc de dire que les Américains sont faits pour battre des ennemis asymétriques, ça veut dire qu'en fait l'armée américaine elle est faite pour battre des armées qui sont plus faibles qu'elle. Et que si la Chine atteint la même puissance que les Américains, alors ils ne pourront pas battre la Chine. Il y a donc un léger déséquilibre que les Américains pourraient exploiter, mais qui pourrait ne pas durer longtemps. Nico 12 nous dit « Une guerre avant 2049, je ne crois pas, ce sera plutôt avant 2029. Xi Jinping avait dit quand le 3e porte-avions qui est en cours de construction sera terminé, le gouvernement chinois commencera à attaquer et envahir Taïwan. » Nico 12, il nous dit une chose, c'est que les Chinois savent qu'ils sont moins forts que les Américains, mais ils savent aussi qu'ils sont en train de rattraper les Américains et qu'ils vont attaquer une fois qu'ils penseront être au même niveau que les Américains. Mais la question est complexe parce que si chaque année les Chinois deviennent de plus en plus forts, se renforcent de plus en plus et peut-être se rapprochent de plus en plus de la puissance américaine, mais les USA aussi, chaque année ils dépensent des centaines de milliards de dollars en recherche et eux aussi ils s'améliorent chaque année. C'est une nouvelle course à l'armement où on innove de plus en plus finalement pour détruire son adversaire et les Américains ont toujours une tête d'avance. Alors en parlant de nouvelles armes de destruction, de nouvelles armes de mort, beaucoup d'entre vous ont fait référence aux missiles hypersoniques qui détruiront à coup sûr tous les porte-avions américains qui traverseront le Pacifique et empêcheront finalement les USA de combattre les forces chinoises. Marc Bila, je ne suis pas certain que les USA aient un avantage naval. Les nouveaux missiles hypersoniques chinois et russes mettraient les porte-aéronefs en grande difficulté. On peut compter sur les Russes que l'on emmerde depuis trop longtemps pour fournir les Chinois avec les tout derniers missiles. Il faudra longtemps avant d'avoir un système capable de les neutraliser. Avantage Chine. Oui, l'attitude des Russes sera très importante parce que pour le moment, les missiles hypersoniques chinois ne sont pas assez précis pour pouvoir abattre, si je puis dire, un porte-avions en étant tiré à des milliers de kilomètres de là. Oui, pour envoyer un missile atomique, il n'y a pas besoin d'être vraiment précis, mais quand même le porte-avions, il faut le toucher en plein cœur si on veut le faire couler, et les Chinois ne sont pas encore capables. D'autant plus que les porte-avions ont des moyens de brouillage, que ce soit par des ondes ou en envoyant des milliers de micro-missiles dans les airs pour attirer les missiles hypersoniques. Donc ce n'est pas encore la fin des porte-avions avec les missiles hypersoniques. Mais les Russes posséderaient le missile hypersonique absolu qui ferait mouche à tous les coups. Alors on en revient à la question, que feraient les Russes? Et comme le dit très justement Marc, on les emmerde depuis tellement longtemps qu'ils pourraient peut-être avoir envie de donner un coup de pouce aux Chinois. En règle générale, vous voyez surtout les Américains remporter la victoire. Ludovic Kubemba.
Faut pas rêver, la Chine n'a pas la capacité de se battre contre les États-Unis. Le jour où les Chinois vont commettre cette erreur, ça sera la destruction de tout le pays. Aucun pays au monde ne peut se mesurer aux USA. On a Gene Ward, feu. Actuellement, les Chinois n'ont aucune chance de battre les Ricains, aucune. Même les soi-disant avions chinois ont des moteurs russes. La Chine ne possède pas de complexe militaro-industriel, les USA sont largement supérieurs aux Chinois. Et enfin un profil, alors c'est étonnant, l'armée soviétique, qui nous dit « T'oublies que les Américains ont une technologie supérieure à la Chine ». La réponse à la question qui va l'emporter entre les États-Unis et la Chine est extrêmement complexe et je préfère laisser le mot de la fin toujours à California Magnum qui dit être américain dans un de ses commentaires et qui nous dit « En réalité, tu ne peux pas dire que tel pays va gagner contre tel autre pays, surtout les Chinois contre les USA. En réalité, on ne connaît rien du tout. » Effectivement, il y a une telle guerre de désinformation, tellement de choses qui sont cachées, que ce n'est que quand le conflit éclatera que l'on connaîtra les véritables forces en présence et que nous aurons des bonnes ou des mauvaises surprises selon le camp que nous aurons choisi. Ce qui est sûr, c'est que l'issue de cette guerre, comme pour la Seconde Guerre mondiale, changera la donne de la géopolitique pour le monde entier pour les 50 ans à venir. Soit les USA gagnent et gardent leur leadership sur le monde, soit ils le perdent, mais alors la Chine devra se trouver des alliés car elle ne pourra pas dominer le monde toute seule. Il faudra qu'elle partage sa puissance, sinon elle ne lui servira à rien. Elle sera challengée par d'autres pays comme l'Inde et un autre conflit géant risque d'apparaître. Mais nous en reparlerons plus tard, bien sûr. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé le concept. Si c'est le cas, je vous remercie de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout, vous l'aurez compris, ce qui me fait le plus plaisir, commenter la vidéo et participer à cet extraordinaire débat sur cette guerre titanesque qui se profile à l'horizon. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Ciao!